mesdames, c'est l'heure et les jours de votre magazine Analyse 24. Nous sommes là. Bienvenue à tous et à toutes. Nous avons dit nous parce que mon estimé confrère Alimal est toujours là à son poste. En tout cas, comme vous l'avez dit, bienvenue. Une semaine après, nous avons tenu à ces rendez-vous. Et retrouver nos téléspectateurs. Grâce à Dieu, bien sûr. Ça, c'est certain. Alors, notre invité s'appelle Fiyou Ndondoboni. Il est le président national du Parti Orange, coordonnateur du CAL et membre des forces politiques alliées de l'UDPS. Bienvenue, président Fiyou Ndondoboni. Merci, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver encore une fois sur ce plateau, d'échanger avec les téléspectateurs sur les différentes questions d'actualité. Sur les différentes questions de l'actualité, vous l'avez dit, la première question, la vision de notre parti, la première question d'actualité, vous l'avez dit, c'est les procès Vital Kamerhe ou procès Sanju. Contre toute attente, ce matin, c'était comme une sorte de fake news au début. Voilà, nous apprenons que les juges principaux qui présidaient ces procès a disparu, est mort aux petites heures du matin de ce mercredi. En tant qu'humain d'abord et en tant qu'acteur politique, quelle a été votre réaction? Quelle est votre lecture? En tant qu'humain, comme vous l'avez dit, j'étais choqué. J'ai eu très mal au cœur parce que j'ai appris à aimer ces juges avec les deux procès. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement, mais à travers ces procès, j'ai appris à les connaître, à l'apprécier, ses attitudes, la manière dont il conduisait les choses. Et ça m'a fait très mal de constater qu'une personne si importante, un professionnel parte de cette manière, d'une manière brusque. J'étais choqué. Voilà pourquoi il est important que comme nous sommes en plein procès, que la justice, la même justice, fasse son travail pour qu'une enquête soit diligentée de manière à ce que on sache de quelle manière, pourquoi il est mort maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce une mort naturelle, est-ce qu'une mort précipitée, tous ces éléments-là, je crois que ça sera important pour que ça... Mais Fiyou Ndondoboni, totalement choqué. Tout homme est mortel. Évidemment. Et évidemment la mort est naturelle. Pourquoi tant des suspicions autour de la mort d'un homme qui n'est qu'un homme et qui devait mourir un jour, surtout qu'on nous apprend qu'il est mort d'une crise cardiaque. Justement, les circonstances font qu'on se pose des questions. Vous savez, on se pose des questions. On l'a tous vu à la télé il y a 48 heures et apparemment il était en bonne santé. Brusquement, il est tombé dans des circonstances un peu compliquées. Il était en train de... S'il allait à son travail et qu'il n'était pas en face d'un dossier important, si sensible, personne n'allait même savoir que le juge serait mort. Mais aujourd'hui, enfin, pas personne, mais pas tout le monde. Tout le monde ne serait pas... En tout cas, pas de cette ampleur. Pas de cette ampleur. Alors, déjà, étant donné qu'il serait tout président d'une cour tribunal aussi important, dans un procès aussi important, dans telles circonstances, pour l'intérêt des uns et des autres, il faut qu'on puisse lever l'équivoque. Parce que vous savez, nous sommes dans un environnement de la radio-trottoir où déjà sur la rue, des propos se disent et que tout le monde est en train de faire, d'établir ces diagnostics, les rapprochements de dire et de fait pour tirer des conclusions. Pour sécuriser tout le monde, il serait important qu'aujourd'hui, qu'il y ait une enquête clairement établie, comme c'est qu'une personne qui fait partie du corps de la justice, je pense qu'ils vont vraiment sérieusement faire cette enquête pour que la vérité soit établie. Le chef de l'État s'est engagé dans un domaine hyper important qui va créer la fondation même de l'État congolais, parce qu'un État de droit, c'est le socle de toute une nation, de tout un État. Donc, bâtir un État de droit veut dire quoi? C'est ramener vers le chemin même tout le système fonctionnel, le système de mafia, de la corruption qui existe, vont être en face de cette justice. Donc c'est pour dire que cette justice devrait être fondée sur un socle solide et que tout le monde arrive à se dire que
nous avons affaire à une justice solide. Si c'est une mort naturelle, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu lui-même, il a donné, il a retiré et nous lui rendons gloire. Mais si ce n'est pas une mort naturelle et que cette mort a été provoquée par un système fonctionnel existant, il faut que ce système comprenne. Laissez-moi terminer. Oui. Il faut que ce système comprenne que nous avons une justice et ils rencontrent une résistance de manière à ce que ces systèmes se plient face à cette justice-là. Sinon, le système va continuer. Mais oui, que le système se plie. Mais comment s'est plié quand on sait qu'il y a déjà des ceux-là qui avertissaient, qui alertaient? C'est-à-dire avec nos juges que nous ne pouvons pas appeler pauvres, mais dénués de certains moyens, un peu fragilisés par les salaires irréguliers, insuffisants, mais faire face à des procès où nous avons des gens qui ont géré les pays 20 ans, qui ont en main le système de fonctionnement congolais. C'était impérieux que ce genre de scène pouvait arriver. Vous savez, oui, évidemment, vous savez qu'il y a faire un plan pour arrêter la vie humaine, arrêter la vie d'une personne. Déjà, il faut être dans un système compliqué pour arrêter la vie d'une personne. Une personne normale ne le ferait pas. Quand quelqu'un déjà commence à réfléchir, à mettre en plan une plan avec intention d'arrêter la vie d'une autre personne, c'est que cette personne a dépassé la dimension d'être une personne normale. Donc c'est une personne qui est proche du diable, si je peux dire un peu ainsi. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, au-delà de cette réalité spirituelle qui pourrait exister, il faut que le rationnel, qui est la justice, soit fort, qu'il soit à mesure de faire agenouiller tout le système irrationnel ou pas en face de cette justice. Avec quels moyens? Justement, il faut que les enquêtes soient faites, on définisse la vérité et sur base de cette vérité, sanctionner encore une fois. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas que la justice fatigue de sanctionner. Pour que cette justice retrouve sa véritable force, sa véritable autorité, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Si on fait les enquêtes, par exemple, on constate que le juge n'est pas mort naturellement et qu'il y aurait une influence quelconque autour de sa mort, à ce niveau-là, il y aurait une autre question. Qui l'aurait fait? Voilà. Alors, autrement dit, à qui profite les crimes? Donc, à ce niveau-là, on va encore fouiller, chercher et identifier la personne à qui profiterait ce crime-là et que, bon, voilà, on attraperait la personne, ça sera encore un autre soutenir déjà la thèse d'une enquête, c'est bon, mais nous sommes dans un pays où les enquêtes n'aboutissent rarement. Oui. Espérez-vous ou attendez-vous à des résultats? Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est que le corps magistral ou le corps de la justice est touché. Vous comprenez? Ce corps est touché, c'est sans menace. Et à quel moment? Et se sent touché à un moment historique où il cherche à redonner l'espoir ou à récupérer la confiance vis-à-vis de la population, la confiance que ce corps a perdu pendant plusieurs années. Vous comprenez? Donc, c'est ce corps-là, justement, qui va même travailler dans le sens d'honorer la mémoire de ces grands juges qui viennent de nous quitter. Vous comprenez? C'est un grand juge, c'est parmi les grands juges de cette nation que nous avons et considérant. Et c'est un proche même du chef de l'État, parce que le chef de l'État, c'est le juge suprême. Tout à fait. Donc c'est quelqu'un du corps du chef de l'État qui est parti. Parce que vous parlez du proche du chef de l'État, restons sur cette note macabre malgré nous pour dire que, en tout cas ces derniers jours, il ne se passe pas un seul jour sans qu'on entende parler de la mort, soit d'un conseiller, soit d'un proche des chefs de l'État. À cette allure, êtes-vous inquiété? Qu'est-ce qui se passe? Cette série de morts, cette série noire au niveau de la présidence, au sommet de l'État, vous inspire quel commentaire? Non, c'est effrayant et on se pose mille et une questions. C'est effrayant. Mais en fait, il est vrai que la mort, c'est Dieu qui décide sur la vie d'une personne, ça c'est vrai. Mais des fois, les choses telles que ça se présente, on se pose mille et une questions. Est-ce une façon de décourager le chef de l'État? Est-ce qu'une façon d'interpeller le chef de l'État pour dire arrête ce que tu es en train de faire? Est-ce une façon de l'intimider?
est-ce une façon? Nous ne savons pas, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Mais la chose la plus importante est celle-ci. Le chef de l'État s'est engagé dans une voie. Il est déterminé à poser le fondement efficace pour rebâtir une nouvelle nation forte et puissante au cœur de l'Afrique. Et cette nation ne pourra être refondée, rebâtie que si nous avons une justice responsable et forte. Et ce travail, cette vision, il le fait et il ira sans compromission jusqu'à la fin. Ça, c'est la chose la plus importante. L'homme reste l'homme, l'homme reste éphémère. L'homme peut avoir le plan de réduire la vie de l'autre. Mais cet homme-là doit savoir, au-dessus de lui, il y a un être suprême qui est Dieu, le juge suprême, qui a le dernier mot sur nous tous, en fait. Donc, tu peux planifier la mort de X, Y ou Z, tu finiras toi-même par mourir. Et après cette mort, en payer la facture. Donc au stade actuel, chaque personne doit réfléchir comment faire le bien. Je pense que le chef de l'État a fait le choix de faire le bien de bâtir un nouveau Congo, de bâtir un Congo où les succès, les audaces pourront être possibles pour son peuple. Et pour y arriver, il faut une justice forte. Et je pense que ce travail de bâtir un état de droit, d'avoir une justice autonome, responsable, forte et puissante est certainement en train de déranger. Mais du moins, ce travail ira jusqu'au bout de manière à ce que le peuple qui a besoin de bénéficier d'une répartition équitable de revenus national, ce peuple soit bénéficiaire justement de tout ce qui lui est dit. Mais une autre observation, John, parlant de ce qui arrive à la présidence de la République, il y a un silence sans pareil qui règne, comme si de rien n'était. Toutes ces morts n'inquiètent pas. Il n'y a pas une voix qui s'élève à la présidence pour éclairer, pour apaiser la tension. Éclairer quoi? Il y a une communication qui est faite, telle personne est décédée. Est-ce qu'on s'arrête là quand le mort c'est succès? La philosophie bantou, il y a une réalité autour de la mort. C'est quand même une grande institution, la présidence. Oui, une grande institution parce que la communication est faite. Vous savez que la présidence aujourd'hui ne peut pas faire un communiqué, dire que la personne est morte comme d'anciens à spéculer autour de cette mort, ne fût-ce que par respect. Mais s'il devrait avoir des informations par rapport à toutes ces personnes, c'est peut-être à l'issue des enquêtes, si ces enquêtes sont diligentées. Et à ces moments-là, il y aura des communications claires et précises. Mais au stade actuel, ce n'est que l'information qui suffit. Et il est vrai, le chef de l'État, avoir en une semaine, ces chocs pareils, certainement il se sent choqué, c'est traumatisé. Mais la chose la plus importante, la prière de tous les Congolais, l'accompagnement de ceux qui croient en l'action qu'il est en train de faire, nous autres qui croyons à cette action, donc, et que nous prions de manière à ce que la force spirituelle, la force de la pensée, la détermination qu'il a, soit plus forte que toute cette pression qui veut le tirer vers le bas de manière à ce qu'il soit découragé dans son action, parce que la dimension humaine peut pousser au découragement. Mais la dimension présidentielle, la dimension du leadership, la dimension qui va faire à ce que le travail aille de l'avant, cette dimension fera à ce que les choses avancent. Toi, tu continues. Tout à fait, Aliman les quittons. Tournons rapidement cette page lugubre pour aller au Palais du Peuple, précisément à l'Assemblée nationale. Je devais dire que cette dimension spirituelle du chef de l'État, ou la dimension, la forte dimension, son engagement, sa détermination, sa volonté de faire tourner la roue, est plus forte que toutes ces émotions de découragement qui peuvent... N'oublions pas qu'il avait dédié la nation à Dieu. Il a dédié la nation à Dieu, et quand il a dédié la nation à Dieu, et toutes les forces occultes ne peuvent pas laisser les choses aller comme ça. Donc ils doivent traumatiser, donner l'impression que rien n'est encore... Mais il faudra tout de même arrêter l'hémorragie. Non, il n'y a pas d'hémorragie. Parce qu'à cette allure, nous risquons de nous réveiller un matin et le pire est arrivé. Vous savez, les changements à un prix. Vous savez, apporter un changement, c'est un monde de risque. Et quand on prend le risque, il y a un prix à payer. Le chef de l'État s'est engagé pour être le commencement d'une action. Et le commencement d'une action, regardez un peu, quand un véhicule démarre, pas vous démarrez, vous accélérez pour partir, le premier tour de pneu fait un petit creux. C'est beaucoup de bruit aussi. Mais quand le véhicule commence à rouler, ça se pose facilement sur la surface. Pourquoi? Parce que le départ exige une force beaucoup plus importante pour faire déplacer la machine. Et c'est cette force beaucoup plus importante qui reçoit une résistance
Il faut que la force soit supérieure à la résistance de manière à ce que le véhicule se déplace. Vous ça comprenez? va prendre combien de temps? Ce n'est pas une question de temps, mais c'est une année question après, on est toujours à la case du départ, on n'a pas encore démarré. On est toujours au démarrage. Le tout est profond. Quand vous prenez un haricot, une graine, vous plantez sous la terre, vous allez peut-être rester une semaine, 2 semaines, vous voyez aucun signe. Mais sous la terre, il y a déjà quelque chose qui commence à se passer. La graine peut-être commence par pourrir. Quand cette graine pourrit, vous allez dire que oh, la graine est partie, c'est fini, il n'y aura plus rien. Mais après cette pourriture, après c'est quoi? Il y a tout un mécanisme, un phénomène qui va se passer et il y a quelques jours, 2 ou 3 semaines après, la plante va sortir et c'est ça la lueur du espoir. Nous sommes justement dans cette dimension où la graine a été plantée. Il y a la résistance. Il faut creuser, ouvrir la terre pour que cette germe puisse sortir de manière à ce que l'espoir du Congo renaisse. Le tout est profond. Nous étions plongés dans une corruption indescriptible où il y a des personnes extrêmement riches d'une part et les personnes extrêmement pauvres d'autre part. Mais malheureusement, ceux qui sont extrêmement pauvres ont un taux très élevé par rapport à ceux qui sont extrêmement riches. Aucune classe. L'écart est grand. L'écart est grand. Mais le chef de l'État s'est engagé pour faire entrer au milieu de cet écart une classe qui moyenne constituera la majorité qu'on appelle la classe moyenne. Vous croyez que cette histoire, mais pour créer la classe moyenne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer ceux qui sont le plus riches, faire monter ceux qui sont plus pauvres, de manière à ceux qui sont au milieu, créer cette classe moyenne. Mais la résistance des plus riches existe. Mais le chef de l'État, avec sa détermination, cette classe va se créer. Espérons que le chef de l'État ne va pas se faire noyer ou se faire prendre par les systèmes qui de plus en plus marquent le pas. Vous voyez déjà, ce que nous vivons est un signe très fort qui montre, même au travers le monde, des choses qui se font en RDC ne s'est jamais produit. Vous comprenez? C'est un signe, un message aujourd'hui auprès de tout le monde pour qu'il arrive à comprendre que tu sois le plus grand, le plus petit, le moyen, l'ami, je ne sais pas de qui, tout le monde devant la justice est égal. Ali Malé, direction Palais du Peuple, Assemblée nationale, avant d'aller au Sénat bien sûr, parce que là aussi il y a dit la chute ou la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, estampillé UDPS, Fiyoundo Boni. Question directe, la coalition a-t-elle perdu quelque peu? Bon, je ne sais pas ici si je veux parler en termes de la coalition. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, déjà dans sa vision, coalition existant ou pas existant, c'est le Congo qui est important pour lui. Donc, il est dans la vision de bâtir un nouveau Congo. Donc, qu'une personne qui sorte d'une famille, telle ou telle autre famille politique, qui se retrouve en face de lui, il les considère comme un Congolais. Et les Congolais est censé produire de manière à ce que le grand Congo soit bâti et que le peuple en soit bénéficiaire. Et toute personne qui a un comportement, quelle que soit ta source, ta tendance politique, un comportement qui nuit l'exercice de la matérialisation de sa vision, cette personne va rencontrer sa personne pour qu'il soit mis à l'écart. Donc, si pas sa personne, la justice pour qu'il soit mis à l'écart. Parlons de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. En fait, ce qui m'a choqué, c'est de réfléchir, de trouver la motivation, la raison fondamentale qui a justifié le départ. Déclaration intempestive, mensonge, pas digne d'un homme d'État. Le président Haï de l'UDPS a dit, évidemment, les congrès qui devaient être organisés à l'époque n'avaient pas de soubassement juridique. Il a fait une déclaration, ces congrès coûteraient mensongère, une déclaration mensongère. 7 millions de dollars. En fait, ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Ça n'a jamais été prouvé. Non, ce qu'il a dit est vrai. Certainement, s'il n'a pas voulu faire une correspondance dans le sens de prouver, la raison était simple. La raison était tout simplement, l'objectif, j'imagine, c'était dans le sens Tobomamoto. Parce que la tension commençait à monter. Parce que les personnes qui lui ont posé la question pouvaient tout simplement aller vérifier auprès de financiers ou de caisses-têtes. Ouais, ils ont vérifié. Non, mais on commence chez lui. En fait, ils ont vérifié et ils se sont rendus compte que l'honorable président Haï de l'UDPS a dit n'importe quoi. Quand on
parle d'un congrès, en réalité, un congrès, c'est quoi? Le congrès a le même fondement de dépenses qu'une session ordinaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire il faut payer tous les députés nationaux, il faut payer tous les sénateurs, il faut payer tous les administratifs du palais du peuple et tout le cabinet de toutes ces personnes, leurs assistants et tout. Un budget costaud. Un budget costaud. Quand nous prenons 6%, imaginons que je n'ai pas de salaire Ce budget n'atteint pas 7 milliards. Mais regardez, s'il vous plaît, millions de dollars. Prenons par exemple un député, s'il a 6 ou 6 millions, 6 500 $ le mois, mais s'ils sont à 500, ça fait déjà 3 500 ou 4 millions de dollars pour les 500 députés. Si nous prenons les sénateurs, si nous prenons les différents... Non, ils ne touchent pas leurs émoluments. Ils ont une prime. S'il vous plaît. Une prime qui ça, touche c'est ce que vous pas les émoluments. Les informations que moi j'ai, je les ai reçues de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire des propos, même si ces montants n'atteignaient pas 7 millions. Supposons que ça s'arrête à 3, 4, 2 millions. Même 2 millions. C'est une dépense. Lui, une personne le dit, écoutez, ne faisons pas ces congrès. Constitutionnellement n'a pas sa raison d'être. Ne gaspillons pas l'argent pour nous entêter à le faire parce qu'il y a le besoin qui sont plus importants. Il fallait s'arrêter là. Vous comprenez? Le besoin soit important. Il est vrai, il peut avoir un excès de zèle, une façon de parler avec arrogance, fier de soi, tout ça. Ça, c'est la personne. Mais c'est pas digne d'un homme d'État. Non, ça, c'est la personne. Mais quand on est un homme d'État, évidemment, il ne faut pas faire partir une personne par motivation parce qu'il a dit quelque chose qui soutient un fondement valeureux. Vous comprenez? Parce qu'à ces moments-là, faire partir veut dire vous soutenez une dépense qui ne se justifie pas. À ce moment-là, c'est vous maintenant qui avez soutenu une option qui n'est pas normale, qui n'est pas correcte, qui n'est pas crédible. Et pourtant, le président Aïe de l'UDPS a tenu de propos pour soutenir une valeur, une réalité pour l'intérêt du peuple. Mais voyons aujourd'hui, le départ de président Aïe de l'UDPS, quel impact ça a sur la vie sociale, économique ou quoi de la population? Non, mais sur la coalition, quel impact? Non, attendez, je vais y revenir. Ouais. Sur la vie politique et économique de la population, rien. Mais le dire de Kabound a un impact sur la vie sociale et économique de la population. Pas parce seulement que de la l'argent population, Non, c'était de la démagogie. C'était de la démagogie. Des élus aussi qui ont été déshonorés pour certains. Non, mais déshonorés. Si on destitue quelqu'un parce que... Il a déshonoré les siens. Non, il a déshonoré en quoi? Parce que les propos n'étaient pas justifiés, parce qu'il a non tenu fondés. le propos en tant qu'individu, en dehors de l'hémicycle. Suivez la démarche de l'honorable Mamba, initiateur de la motion. Il a d'abord demandé à son honorable président, premier vice-président, de prouver, de montrer comment est-ce qu'un congrès coûterait 7 millions. Il a été incapable de le faire. Le problème peut peut-être être que l'honorable n'a pas été, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Alors si c'était vrai comme il l'a dit. Il y a eu peut-être des problèmes d'attitude où ça il n'a pas répondu. D'arrogance. Mais si vous faites une comparaison entre le problème d'attitude, arrogance et la vérité de protéger l'argent, qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui a beaucoup plus de poids? Parce que le problème de ne pas répondre, ça touche le moi personnel, c'est-à-dire il m'a manqué du respect. Il te dit que non, il m'a manqué du respect, il ne m'a pas répondu. Mais or, en tant qu'homme politique, acteur politique, visant l'intérêt de la population, on doit être à mesure de surpasser les égos et voir l'intérêt qui bénéficie à la nation. Quand vous faites une comparaison, c'est que lui, le président Aïe de l'UDPS, a défendu pour l'intérêt de la population et c'est que les autres font par rapport à leurs égos, vous allez vous rendre compte que la balance des égos est faible. On pouvait surpasser les égos pour peut-être trouver une autre procédure dans le sens de faire revenir leurs frères à la raison, dans le disant par exemple que non, quand on t'écrit, il faut répondre, ce sont les bonnes attitudes, ce sont les bonnes manières, c'est une façon de faire, au lieu d'aller dans cette dimension extrême, éjecter une personne parce qu'il a dit vrai, il a défendu. Non, il n'a pas dit vrai. C'est vous qui le dites. Non, il a défendu une valeur, même si ce n'est pas exactement 7 millions, mais du moins il a défendu une valeur. Même si c'était seulement 500 000. Il a exagéré peut-être les montants, mais du moins il a défendu une valeur. Mais je ne pense pas qu'il ait beaucoup exagéré parce que si nous prenons seulement les députés, ça fait plus de 4 millions de dollars. On prend les sénateurs, on prend tous les autres, on serait déjà dans les 5-6 millions de dollars, peut-être un peu plus. Mais la décision, l'initiative a été prise. Le premier vice-président déchu. Ce qui est curieux que quand on attendait entamer le processus de sa déchéance,
l'initiateur de la motion a été transféré à la justice, mais curieusement, nous passons d'une infraction d'urgence à une situation ordinaire. Le député a retrouvé sa liberté aujourd'hui. N'est-ce pas là aussi une contradiction? Non, mais là, c'est le travail de la justice. Je ne veux pas entrer là-bas. Je n'entre pas dans dans ce débat des juristes. Flagrance. Nous revenons sur l'état normal. Moi, je suis un architecte professionnel. Je n'entre pas dans ces débats des juristes ou de flagrance ou autre. Ça, les juristes vont définir les choses correctement mieux que moi. Je n'aimerais pas vraiment entrer dans ce débat. Mais la chose la plus importante, je me pose, qu'est-ce que nous avons gagné en fait? Qu'est-ce que nous avons gagné? L'unique chose, c'est le départ de président Aïe de l'IDPS, et c'est son départ-là, mais par rapport à la nation, c'est quelques personnes qui se retrouvent contents, peut-être parce que sa présence le dérangeait. Mais par rapport au concret de la République, il n'y a aucun bénéfice, on n'a pas gagné. Parce que si les choses se suivent normalement, c'est peut-être une autre personne de l'UDPS qui devra les remplacer. Mais du moins, il y a aussi une question qu'on doit se poser. La pétition telle que ça a été signée, c'est une autre alliance qui a été mise en place. Une alliance MLC-FCC pour faire partir quelqu'un de l'UDPS. Vous comprenez? Ça, c'est aussi un problème. Donc, c'est pour dire que, sachant déjà que les concepts FCC, les concepts cash, ce ne sont pas des concepts, je l'ai déjà dit dans votre plateau ici, la MOUCA, ce sont des concepts qui n'existent pas. L'État ne connaît pas. Déjà, nous sommes partis pour... Donc, l'État ne les connaît pas. Donc, il n'y a aucun organe aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui peut te dire que je suis majoritaire. Aucun groupement politique ou aucun parti politique qui peut dire qu'aujourd'hui je suis majoritaire. S'il y a cette majorité, c'est tout simplement parce que dans la conception du chef de l'État, il a voulu faire participer l'ensemble du système de manière à ce que les choses soient un succès. Alors, mais du moins, il n'y a personne qui a une majorité. Donc la configuration de l'Assemblée nationale peut aussi changer à tout moment en faisant des agencements. Si Kabunda a été éjecté, il y a une majorité à l'Assemblée nationale. D'abord, qui s'appelle FCC. Donc c'est avec, je peux dire, la bénédiction de cette majorité. Or, cette majorité appelée FCC est en coalition avec Cash. Sommes-nous partis où les décors est-il déjà planté pour la dissolution de cette coalition? Je viens de dire tout à l'heure, la pétition qui a été signée, c'est-à-dire le FCC a signé une organisation avec le MLC pour obtenir un deal avec le MLC pour faire partir l'UDPS. Donc là déjà... En tout cas pas avec le MLC, hein, avec un député MLC parce que il y a une lettre... C'était lui l'initiateur. Non, c'est lui l'initiateur à titre individuel comme député. Non, comme il ne faut pas engager les MLC. Il y a une correspondance de Jean-Pierre Bemba. Oui, mais évidemment, ça se fait après cette correspondance-là. Ne voilons pas la face, nous sommes en politique. Vous savez qu'on connaît dans ce pays de personnes qui ont été nommées ministres, validées par leur président du parti. Aussitôt nommé, on l'exclut pour garder les postes. Et après, il va revenir, demander pardon, revenir dans son parti. On sait comment toutes ces histoires fonctionnent. Vous comprenez? Donc, le sénateur avait dit qu'aucune action individuelle ne peut être prise dans les cadres individuels sans consulter le... Mais cette action est individuelle. Oui. Ça a été fait, la pétition a été faite après la déclaration du premier sénateur. C'était un recadrage. Non, mais il aurait dû, si ça continuait, c'est que ça a reçu l'aval du MLC. Il ne faut pas concevoir. L'aval du FCC. MLC, FCC, parce que ça ne devait pas être individuel. Mais quelles sont les conséquences à tirer de cette décision? Non, c'est pour dire FCC. Tout simplement que la configuration politique peut changer à tout moment. Hier, FCC s'est retrouvé, MLC dans la MOUCA se retrouve dans l'opposition. MLC fait alliance avec FCC pour faire partir l'UDPS. C'est pour dire que demain, UDPS peut faire alliance avec AFDCA ou avec ensemble les autres pour s'effrayer aussi de majorité. Qui serait le perdant? Non, le FCC ou le je dis seulement que même tous ceux qui sont dans les FCC là, vous croyez qu'ils peuvent rester jusqu'à la fin dans les FCC là? Est-ce que vous le croyez? Non, mais les gens, peut-être ils sont là seulement par traumatisme, demain, après-demain, ils vont quitter. Qu'est-ce que vous croyez? Même Bahati avait signé dans les FCC, mais est-ce qu'il est encore dans les FCC? L'honorable a parlé de Bahati, c'est un sénateur qui tend la chambre basse pour la chambre haute. De l'autre côté, a fait sénatrice Goya contre les présidents de cette auguste assemblée, Alexis Tambo Mwamba.
le Sénat avait jugé bon de mettre en place une commission pour examiner si on devait enlever, ôter les immunités de Hatem pour le mettre à la disposition de la justice, mais la commission était niette. Pas question, il n'est pas question de livrer Hatem en tant que président du Sénat entre les mains de la justice. Bon, cette question, c'est un débat aussi des juristes. Hein. Vous savez, la justice fait son travail. Il y a l'indépendance de la justice fait son travail. Nous, la chose la plus importante qui nous intéresse, que la séparation du pouvoir se fasse d'une manière régulière et normale. La justice fasse son travail, le pouvoir judiciaire fasse son travail, le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif, chaque pouvoir fasse son travail et que le peuple, à fin de compte, soit gagnant. Si le peuple gagne à la fin, c'est la chose qui nous intéresse. Mais l'infraction, quand elle est commise, elle reste. Quand tu as l'humilité, le jour où tu perdras l'humilité, l'infraction reste. Et cette infraction va revenir et va t'attraper. Mais la plainte est là, à moins que la personne concernée lève l'option peut-être de retirer sa plainte, mais la plainte reste. Le reste, c'est un débat de juristes. Je pense que la situation politique peut-être pourra faire les choses différemment dans l'avenir. En tout cas, Président Fiyou Ndondoboni, on a abordé les points essentiels de l'actualité en tout cas. Voilà. Alors, on vous donne la parole, ça sera votre conclusion. Le message que j'aimerais dire, c'est un message d'espoir. Je rappelle d'abord à l'ensemble de notre peuple notre identité. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Nous avons une identité de la grandeur au cœur de l'Afrique. Retrouvons notre espoir, notre dignité, sous l'impulsion, le leadership de notre chef de l'État pour que nous bâtissions un Congo de nouveau. Moi, je crois en cela. Croyons tous en cela. Travaillons main dans la main pour que nous tournions la machine vers le développement du Congo et qu'aucune résistance, obstacle ne puisse nous effrayer de manière à bâtir le véritable Congo de nos enfants. Vous êtes un leader d'opinion, juste un mot sur la Covid-19. Respectons le geste barrière et je crois que le succès, nous allons gagner cette maladie. Je rappelle que c'est Fiyou Ndondoboni, vous êtes le président national du Parti Orange, membre du CAL, coordonnateur du CAL et membre du Force politique alliée de l'UDPS. Et coordonnateur de CAL. Voilà. Président Fiyou Ndondoboni, merci beaucoup. C'était un grand plaisir et merci à vous également. Merci. Merci. Merci beaucoup, John. Les rendez-vous est donc pris pour les mercredis prochains à la même heure. Suivez déjà ces magazines en rediffusion, c'est jeudi à partir de 11h. Au revoir.